Été 1997. Un an après avoir laissé filer le Camerounais Samuel Eto'o, les dirigeants du Havre ont bien l'intention de se rattraper. Et pour le cru 97, l'état-major normand a coché le nom d'un autre attaquant de pointe, âgé de 17 ans, et qui répond au nom de Niang, Mamadou Niang, ou pour le dire plus exactement, Mamadou Niang, comme l'exige la prononciation en vigueur au Sénégal, son pays de naissance. Mais pour le trouver, les dirigeants havrais n'ont pas eu à chercher bien loin en réalité, ni même à survoler le continent africain. Car sénégalais de naissance, Mamadou Niang n'en reste pas moins un Normand d'adoption, originaire du Havre, la ville où il a débarqué à l'âge d'1 an seulement, et là où Amidou Niang, son père, occupe un poste d'ouvrier dans une usine automobile de la région. En théorie, tout porte donc à croire qu'une intégration parmi les catégories de jeunes du Havre constituerait pour le fils Niang une première réussite dans la trajectoire censée le mener un jour vers une possible carrière de footballeur professionnel. En théorie, oui, mais certainement pas dans la réalité. Car même s'il intègre bel et bien le club havrais, Mamad, comme on le surnomme déjà, continue de loger au domicile de ses parents, au beau milieu des barres d'immeubles HLM de Cocrioville, l'un des quartiers populaires du Havre. Celui-là même qui verra également grandir Vikash Dorasso, Julien Faubert ou encore Souleymane Diawara, l'ami d'enfance de Niang. Populaire donc, comme la classe sociale à laquelle appartiennent monsieur et madame Niang, qui ne possèdent ni l'un ni l'autre le permis de conduire, et a fortiori pas de voiture non plus. Alors quand il s'agit pour Mamadou de rallier les terrains d'entraînement du HAC, situé à l'autre bout de la ville, place au transport en commun, ce qui, fatalement, lui fait plus d'une fois arriver en retard aux entraînements, voire manquer certaines séances parfois. En coulisses, Carlos Lopez, l'un des entraîneurs havrais, n'ignore rien de cette situation, et il n'ignore pas non plus les énormes qualités de son nouvel attaquant de pointe. Des qualités plutôt rares d'après lui, qu'il refuse de ne pas exploiter au maximum. À sa hiérarchie, Lopez soumet donc l'idée d'une intégration physique de Niang au sein du centre de formation, de sorte qu'il soit nourri et logé sur place durant toute la saison, avec en parallèle la possibilité d'y poursuivre ses études, qui se déclinent à l'époque sous la forme d'un BEP comptabilité. En Mamadou, Carlos Lopez a une confiance absolue d'un point de vue football. Si le Havre met tout en œuvre pour le mettre dans de bonnes conditions de vie, Niang finira par percer en pro. Il en est convaincu, à 100%. Cette supposée progression pourtant, c'est loin de la Normandie que Lopez finira par l'observer. Depuis la Champagne-Ardenne en l'occurrence, et la ville de Troyes, où il a accepté un poste d'entraîneur adjoint pour les Stacks. Une progression qui, d'ailleurs, ne se déroule absolument pas comme prévu pour le futur joueur de l'OM. S'agissant de ses qualités intrinsèques d'abord, son nouvel entraîneur, le remplaçant de Carlos Lopez, est plutôt perplexe. Plus encore quand il constate que, d'une séance à l'autre, Mamad peine à se conformer à de nouvelles exigences tactiques. Mais au fond, c'est surtout dans les à-côtés du ballon rond que le bas blesse pour Niang, et pour les dirigeants havrais. Parmi eux, Jean-Pierre Louvel, le responsable du centre de formation, voit d'un très mauvais œil les écarts de comportement du gamin de Cocrioville. Ainsi, quand, un jour de l'année 1997, Louvel et ses collègues apprennent avec stupeur qu'ont disparu de la salle des équipements certains objets, le coupable est tout trouvé. Il s'appelle Mamadou Niang. Avec l'aide des services de police, une interpellation est carrément orchestrée en plein milieu du lycée, pour lui et pour l'un de ses camarades. Niang se souvient. Je suis au lycée quand je vois l'entraîneur débarquer avec 2 flics. Il m'interpelle avec Yabé et nous enferme dans un vestiaire tous les deux. Face aux policiers, Mamad clame pourtant son innocence. Il le certifie. Il n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec cette histoire de vol. Fort heureusement, l'enquête en question finira par l'innocenter, comme prévu. Pourtant, aujourd'hui encore, Niang n'a rien oublié de ce douloureux épisode. J'ai été accusé sans preuve, avoue-t-il. La police a vu que je n'avais rien à voir. Mais c'est comme ça.
Quand tu viens du quartier le plus chaud de la ville, quand t'es black, t'es considéré comme de la racaille. Plus généralement, Mamadou Niang figure en bonne place dans le collimateur de Jean-Pierre Louvel. D'une semaine à l'autre, le dirigeant Havrais y va même de certaines punitions infligées à l'endroit de son joueur, chaque fois que ce dernier se rend coupable d'un écart de conduite. Comme par exemple la fois où il l'oblige à devoir sortir les poubelles de l'établissement, pendant 1 mois. Conscient d'avoir face à lui un joueur qui peine à progresser sur le terrain et quelque peu turbulent en dehors, Jean-Pierre Louvel finit par trancher. Concernant le cas Mamadou Niang, sa décision est prise, et ce sera l'exclusion définitive. Pour le désormais ex-joueur du Havre, 2 alternatives demeurent alors disponibles. Alternative 1, persévérer dans le football et tenter de rebondir dans un club amateur, en attendant peut-être de gravir un jour les échelons jusqu'en pro. Ou alors alternative 2, parfois compatible avec la précédente, consacrer l'essentiel de son temps et de son énergie aux études, histoire d'assurer ses arrières d'un point de vue financier, à l'image notamment du BEP comptabilité dans lequel Mamad est inscrit. À lui de choisir désormais. Et en l'occurrence, le choix de Niang ne se portera ni sur la première, ni sur la deuxième alternative, mais bien sur une 3e voie. Une voie sans issue pour le coup. Celle qui, des journées entières, consiste pour lui à tenir les murs du quartier de Cocrioville, loin des terrains de football et loin des salles de classe du BEP. De cette sombre période, le futur lion de la Teranga n'a d'ailleurs rien oublié. J'ai commencé à faire des conneries, à traîner dans le local, à fumer du shit et à sécher les cours pour jouer à la PlayStation. Et même pour ce qui est du foot, Niang finit par ne plus y croire, au point de vouloir carrément mettre un terme à sa carrière. À cette époque, ses perspectives de carrière se limitent d'ailleurs à de simples matchs disputés sous les couleurs du Sporting Club de Frileuse, dont l'entraîneur se nomme à l'époque Salif Diawara, le grand frère de Souleymane. À plusieurs centaines de kilomètres du Havre pourtant, Carlos Lopez, lui, n'a pas oublié son ancien attaquant. Au hasard d'un simple coup de téléphone, l'entraîneur troyen est donc mis au parfum quant à la situation critique de Mamadou Niang. Et pour le coup, lui refuse de s'y résoudre. Toujours par téléphone, il lui suggère alors de venir le rejoindre dans l'Aube, à 3, pour y tenter un ou plusieurs essais. Mamad s'y rend accompagné de Fawzi, l'un de ses copains du quartier, et surtout, l'un de ses principaux soutiens financiers lors du voyage. Mais une fois sur place, le constat est criant. Comparé aux autres prétendants, Mamad est complètement à la rue d'un point de vue physique, surtout depuis l'interruption prématurée de sa carrière. Je n'avais aucun rythme, admet-il, l'impression d'avoir perdu tout mon football. Un avis d'ailleurs partagé par Carlos Lopez lui-même. Inutile d'insister, pense-t-il alors. Pour le moment, Niang n'a rien à faire dans une séance de détection. En revanche, une autre solution existe, temporaire cette fois-ci, et beaucoup plus modeste. Évoluer l'espace d'une saison pour le club local de Saint-André-les-Vergers, en division d'honneur régionale. Le temps pour lui de retrouver ses sensations sur le terrain, avec, en parallèle, l'obligation d'accepter un poste de magasinier chez Intermarché. Et peut-être, si tout se passe bien, la possibilité de rejoindre l'équipe réserve de l'Estac d'ici 1 an. En résumé, une année supplémentaire de galère et d'incertitude pour Mamadou Niang. Mais face à l'urgence de la situation, Carlos Lopez n'a malheureusement rien d'autre à lui proposer. Et s'il accepte le deal, inutile bien sûr de préciser que Niang n'aura pas le droit au moindre faux pas d'un point de vue disciplinaire, qu'il s'agisse de son nouveau club, Saint-André-les-Vergers, ou de son nouvel employeur, Intermarché. Cette main tendue, mais ferme, Mamad finit donc par l'accepter. Après tout, il n'est plus vraiment à une année de galère près. Et si en plus, celle-ci peut déboucher sur une carrière en pro, autant saisir sa chance. Pour ce qui est du foot, ses qualités techniques feront largement l'affaire pour le niveau DHR.
Assez vite d'ailleurs, elles lui permettent de se mettre en vue sur les pelouses de l'Aube. Mais outre la DHR, Niang découvre aussi et surtout les cadences infernales de la grande distribution chez Intermarché. Au programme, réveil quotidien à 3 heures du matin, avant d'enfourcher son vélo et de s'enfoncer dans la nuit glaciale pendant près de 45 minutes pour rejoindre le centre commercial. Et une fois sur place, réception des cartons, déballage des marchandises, puis mise en rayon. Et le soir venu, direction les terrains d'entraînement. D'un jour, d'une semaine et d'un mois à l'autre. Au début, avoue-t-il, ça allait, mais une fois l'hiver venu, j'ai failli craquer plusieurs fois. En plus de Carlos Lopez, Niang peut également compter à 3 sur le soutien de Jacques Bouillon, le président du club de Saint-André-les-Bergers. Son épouse se souvient. Mamadou a logé 4 mois chez nous. Charmant, le cœur sur la main. Il a longtemps été notre référence. Le gamin qu'on a sorti de l'ornière. Pour l'anecdote, monsieur et madame Bouillon iront même jusqu'à lui offrir une mobilette, en lieu et place de son vélo. De quoi préserver ses cuisses lors des trajets matinaux chez Intermarché, et d'y arriver à l'heure. Cette saison-là, en tout cas, Mamadou Niang sera l'un des principaux artisans de la montée du club en DH. Sa première, mais aussi sa dernière saison à Saint-André-les-Bergers. Car aussitôt achevée cette dernière, Carlos Lopez tient sa promesse. Avec ses collègues dirigeants, il orchestre le recrutement de Niang parmi l'équipe réserve de l'Estac. En attendant d'ici quelques mois encore, le précieux contrat pro et la première apparition au sein du championnat de France. Ironie du destin, c'est face à l'Olympique de Marseille et en plein stade Vélodrome qu'elle interviendra, lors de l'été 2000. Dans quelques mercatos, un club qu'il finira par rejoindre. Et un stade dont il deviendra très vite la nouvelle idole.